Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Street TV. Aujourd'hui, Monde Politique a rendez-vous avec l'humanitaire et notre invitée est Madame Fadima Kambou, présidente de l'association Gopaga. Et tout a commencé en 2021 lorsqu'une Burkinabé a décidé de lâcher ses fonctions dans un service de microfinance de la place pour se lancer dans l'humanitaire avec pour objectif d'apporter de l'espoir et du sourire aux femmes des forces de défense et de sécurité tombées au front, mais aussi aux orphelins de la guerre au niveau du Burkina Faso. L'association Gopaga fait son chemin. Aujourd'hui, nous parlons également de l'autre front au Burkina Faso parce qu'il y a aussi ces messieurs et ces dames qui sont sur le front humanitaire pour aider également à colmater les brèches dans cette situation sécuritaire au Burkina Faso. Bonjour, madame, et bienvenue. Bonjour, monsieur Bougouma. Merci d'avoir répondu, président, à notre invitation. Et comme je l'ai dit, c'est en 2021 que l'aventure a commencé. Gopaga est né pour effectivement se lancer dans l'humanitaire. C'est vrai, au niveau du Burkina Faso, il y a plusieurs associations humanitaires. Il y en a qui viennent d'autres pays. Il y en a aussi qui existent déjà au Burkina Faso. Mais en lançant l'initiative Gopaga, vous ne vous êtes pas dit que le terrain est déjà conquis. Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller faire autre chose plutôt que de vous lancer dans l'humanitaire? Parce que ce n'est pas aussi simple de se lancer dans l'humanitaire. En tout cas, merci pour l'invitation. Effectivement, en lançant Gopaga, j'étais en poste. C'est la situation sécuritaire qui m'a amenée sur ce terrain. Comme j'ai pu le dire sur votre plateau il y a 2 ans, quand je commençais Gopaga, moi je suis orpheline. Mon mari a fait le PMK, donc milieu militaire, même si aujourd'hui il est dans le monde civil, il évolue plutôt en tant que civil. Et nous avons constaté en tout cas que notre pays rencontre des difficultés depuis 2015. Aussi ma voisine de maison qui a un mari qui va en opération. Donc ça nous parle tout de suite parce que on se dit notre pays traverse des difficultés, comment nous pouvons en fait aider. En fait, j'ai pas fait le choix de venir dans l'humanitaire parce que je me suis dit bon, il faut créer une association, c'est en vogue, c'est parce que simplement en fait c'est des constats et surtout la question de se dire qu'est-ce que nous on peut faire pour aider ce pays parce que à chaque fois on lance la responsabilité sur les autres, mais nous en tant que citoyens, en tant que consommateurs et en pensant à la génération à venir, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça qu'est né le programme Gopaga. Alors c'est comme ça qu'est né le programme Gopaga, mais il y a un début. Comment est-ce que l'association a commencé à se mettre en place et sur quel front vous avez attaqué en premier? Parce que vous avez choisi d'aider les femmes et les enfants de forces de défense et de sécurité qui sont tombés au front. Donc comment est-ce que vous avez commencé les premières initiatives? Les premières initiatives, déjà, c'est un soir, au fait, en visitant ma voisine, dont le mari va en opération, avec 3 enfants. J'ai entendu parler d'une attaque sur Facebook, donc je suis allée juste pour prendre des nouvelles, pas pour parler de l'attaque. Et ce soir-là, je l'ai vu perdu, et je me suis posé la question, comme je vous disais tout à l'heure, si mon mari était resté dans l'armée et absent, qu'est-ce que moi j'aurais voulu qu'on fasse pour moi? Et aussi notons que avant de prendre la décision d'aller sur ce front, je pensais que rien n'était fait parce que c'est aussi ce qu'on nous montre à la télé. Donc on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait pour ces familles-là? Qu'est-ce que moi j'aurais voulu qu'on fasse pour moi si j'étais à leur place? Et je vois que souvent on donne des repas, on donne des vivres, mais comment on construit quelque chose de plus solide pour qu'on puisse prendre en charge les enfants sur du long terme. C'est un peu la première étape. Donc ce soir-là, au fait, que j'ai commencé à écrire le programme. Je l'ai écrit pendant plus de 9 mois. Et le 20 novembre, j'ai démissionné. Donc pour mettre en place ce projet, c'est d'abord, au fait, être reconnu, donc demander un agrément, essayer de savoir ce qui se passe sur le terrain avant aussi de se lancer. Donc voilà un peu les premières étapes, en tout cas, c'est se structurer, c'est voir concrètement qu'est-ce que nous allons faire. Donc pendant 1 année, j'ai vraiment écrit et pesé un peu le pour et le contre. Et de là est née vraiment l'idée, le nom, pourquoi Gopaga, en avant la femme, lève-toi, bats-toi. Et pourquoi cette cible-là? Juste parce que pour moi, je me suis mise à la place de ma voisine et à la place de beaucoup de femmes en me disant qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi.
D'accord. Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi, mais vous commencez et tout de suite vous démissionnez de votre poste. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont dans l'humanitaire, qui sont dans le monde associatif, mais qui ont d'autres boulots à faire. Vous avez laissé votre travail. Est-ce que vous avez trouvé du boulot ailleurs ou c'est ça qui est devenu votre principal boulot? Non, parce que j'avais quand même un poste à responsabilité et je me dis quand on veut s'engager sur un terrain qui est assez difficile, large et aussi ne pas vendre du rêve, il faut quand même se mettre à plein temps. Donc je ne fais que Gopaga au jour d'aujourd'hui, je travaille jour et nuit sur ce projet. C'est aussi une façon de rendre au pays ce que le pays nous a donné. Moi, je suis orpheline, j'ai eu une bourse d'études du Burkina, comme je vous ai dit il y a 2 ans sur ce plateau, pour faire mes études. Et aussi, voilà, le give back, c'est important. Et on ne peut pas aussi être à des postes à responsabilité et tous les jours raconter des histoires à son patron. Parce que quand on est engagé, quand on doit aller voir des partenaires, on ne peut pas non plus tous les jours demander des congés, alors qu'il y a l'exemplarité au niveau même de ses collaborateurs, de sa direction, quand on signe un contrat. Donc voilà, cette démission, elle est pesée, elle était pesée, réfléchie. Et aussi, voilà, c'est une parenthèse, c'est une étape aussi dans la vie et des étapes qui vont aussi suivre aussi certainement après Gopaga. D'accord. Quand on parle effectivement de s'engager, vous avez préféré quitter vos responsabilités parce que à chaque fois il faut demander de la permission pour aller pour ceci, pour aller pour cela. Mais au niveau de la famille, parce que il y a une famille aussi à entretenir, ou bien vous avez maintenant laissé cette charge-là sur la personne de votre époux. Non, en fait, je pense que la vie de couple, en fait, on prend les décisions ensemble. Et comme j'ai pu vous dire en début d'émission et aussi depuis le début de Gopaga, mon mari a fait le PMK. Le PMK, c'est une école qui accompagne en tout cas les enfants, c'est gratuit. Donc à un moment donné aussi, quand notre pays rencontre des difficultés, il faut savoir redonner. C'est ce que je dis, le give back c'est important. Savoir au fait se dire que quelle que soit notre situation aujourd'hui, il y a quand même quelqu'un qui a pu participer. Je pense que si on reste reconnaissant, les choses se font de manière au fait naturellement. Les choses se font voilà. Donc mon mari, au fait, j'en ai parlé, sachant que Gopaga, on a commencé sur fonds propres. Quand je suis allée prospecter et dire que je voulais faire ce projet, je ne suis pas allée demander des finances pour pouvoir commencer Gopaga. J'avais les finances avant de commencer Gopaga. Parce que l'idée, c'était me dire, je vais essayer, je vais mettre en place mes idées et voir si ça fonctionne. Après, c'est vrai qu'il y a eu des partenaires par la suite dans cette phase pilote, comme j'ai su vous dire aussi il y a 2 ans. Mais voilà, Gopaga, c'est vraiment une décision d'une personne qui a perdu son père et que l'État burkinabé a accompagné avec une bourse d'études et un mari qui a fait le PMK qui a eu la chance en tout cas de pouvoir au fait aller de l'avant et aujourd'hui qui a des responsabilités, donc voilà. D'accord. Alors, vous l'avez fait en guise de reconnaissance, mais après, il y a des grands chantiers qui ont démarré. Quels sont les grands chantiers réellement sur lesquels vous avez commencé et qui évoluent jusqu'à présent? Donc, comme Gopaga, c'est depuis 2021, on a commencé avec les familles de l'unité spéciale de la gendarmerie nationale, 8 familles. Aujourd'hui, on prend en charge les militaires et les paramilitaires. Donc il y a la partie éducation avec les enfants. Donc l'éducation, c'est la scolarisation. C'est aussi des activités avec les enfants. C'est un suivi psychologique à la demande. Mais ce volet suivi psychologique à la demande, en fait, c'est le volet qu'il faut qu'on améliore. Donc l'année dernière, on a scolarisé 300 enfants. Quand on parle de scolarisation, c'est qu'on prend en charge complètement la scolarisation. Et aussi, il y a un accompagnement, donc la participation. Donc, on a participé pour plus de 200 enfants, en plus de ceux qu'on a pris complètement en charge. On prend les bulletins, on regarde. L'année dernière, par exemple, au niveau des résultats, parce que pour cette année, on est en cours
en temps de récupérer les résultats des enfants. On a présenté 30 enfants au CEP, 24 ont eu le CEP. On a présenté 9 au BPC, 7 ont eu le BPC. On a présenté 4 au bac, 3 ont eu le bac. Cette année l'année dernière. Et les 3 de l'année dernière, au fait, ont été scolarisés par une autre association dans une école, dans une institution au Burkina. Donc il n'y a pas que Gopaga. Nous sommes accompagnés par l'Action sociale des armées et aussi d'autres organisations qui participent. Donc ça, c'est le volet des enfants. Il y a des activités. Actuellement, nous sommes en train de faire des colonies de vacances pour nos enfants de 7 à 15 ans. Il y a des colonies en août, en septembre et en juillet là. Donc voilà, on finit la première colonie aujourd'hui où les enfants font de l'art plastique, découverte d'entreprises et aussi ils découvrent au fait le métier de leur père qui n'est plus là, parce qu'il faut faire rêver les enfants, leur donner de l'espoir et surtout au fait, comme je dis, l'exemplarité pour que ces enfants, il y a des enfants en tout cas qui veulent embrasser le même métier que leurs parents. On est très touchés de voir que, voilà, même malgré toutes les difficultés, il y a des enfants qui veulent s'engager dans l'armée. Ça, c'est le volet enfance. Et cette année, on a scolarisé 600 enfants. On a donné les cartes d'assurance maladie parce qu'il y a la scolarisation et il y a l'assurance maladie. Donc l'année dernière, c'était 546 assurances maladie. Cette année, on est à 500 assurances maladie et 600 scolarisations. Pour le CEP, on a eu de très bons résultats. Le BPC aussi. Mais je donnerai le nombre exact au fait dans une prochaine émission, dans le sens où on est dans la collecte au fait. Sachant que les enfants sont sur les 13 régions. Voilà, tous les enfants que nous scolarisons. C'est pas que Ouaga. Et au niveau des femmes, ce que nous faisons, nous avons des centres que nous avons mis en place au sein des différentes casernes. Nous avons un centre de formation au camp La Misana où les femmes font la couture, coiffure, saponification, art culinaire. Et il y a des crèches dans ces centres-là pour qu'elles puissent garder leurs enfants de 0 à 3 ans, vu que les enfants de plus de 3 ans sont scolarisés. Nous avons un centre à Bobo, au camp Ouezan Koulibaly, un centre pour les paramilitaires au camp CRS. Et dans les prochains jours, au fait, on va inaugurer le centre de Kaya. Là, c'est les centres de formation pour les veuves. Et chaque centre, comme je vous disais, au fait, nous avons une crèche. Nous avons aussi en parallèle, au fait, fait des crèches pour les enfants de ceux qui sont là. À la gendarmerie, il y a une crèche pour les enfants de gendarmes, c'est pas pour les orphelins. À la BNSP, dans un mois, on va inaugurer une crèche pour les enfants de pompiers. À Bobo aussi, au camp Cunima, dans une semaine ou deux, nous allons inaugurer une crèche pour les enfants de gendarmes. Donc voilà, l'idée au fait du programme Gopaga, c'est vrai qu'on a commencé avec les familles de ceux qui sont partis, mais nous sommes là pour aider dès qu'il y a un besoin. Et là, au niveau volet des femmes, nous avons installé 70 femmes l'année dernière. Là, nous avons 150 femmes qui sont, environ 180, qui sont en formation depuis le mois de novembre. Et dans quelques jours, enfin en mi-août, on va les sortir de cette formation. Donc voilà, côté femmes, voilà ce que nous faisons. Il y a aussi le volet suivi psychologique, mais vraiment et juridique. Mais sur ce volet, franchement, c'est un volet où il faut qu'on s'améliore. Gopaga, c'est vrai qu'il y a des résultats concrets, mais derrière ça aussi, il y a des choses qui ne vont pas. Donc on essaie de prendre toute œuvre humaine, en tout cas, à ses côtés positifs et aussi ses axes d'amélioration. Et nous avons aussi pris en compte les blessés de guerre. Donc nous accompagnons les blessés, tout ça en collaboration avec l'armée. Donc nous travaillons avec la hiérarchie militaire. Au niveau des blessés, on pense l'avenir ensemble. Il y en a qui peuvent se réinsérer dans l'armée, il y en a qui ne peuvent pas se réinsérer dans l'armée. Nous avons mis des centres de formation en place où ils ont accès au fait à des jeux, à des détentes, une partie loisirs et une partie formation. Il y a 51 qui ont été formés récemment et les 18 en mécanique ont été réintégrés tout de suite dans l'armée en tant que mécanicien auto. Alors que voilà, donc concrètement voilà ce que nous faisons et d'autres choses aussi que je préfère garder un peu confidentielles. Voilà. D'accord. Alors, et après la formation, les dames qui sont dans les centres de formation, puisque l'après-formation aussi, c'est une autre étape, comment est-ce que ça se passe, l'après-formation? Normalement, en fait, il y a un suivi. L'idée, c'est former les femmes pendant 6 mois et un suivi sur 1 année et demie. Mais pour être honnête avec vous, avec la première cohorte, au fait, nous ne suivons pas toutes les femmes qui ont terminé la formation. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y a des veuves au fait, qui ne souhaitent pas être suivies. Il y en a certaines, au fait, on a des nouvelles, on les suit. Par exemple, il y en a une à Koudougou, on a rajouté et ça marche, son business fonctionne, donc on a rajouté du matériel. Par exemple, il y en a une
trentaine prochainement, parce qu'on a eu le financement récemment, où on va, au fait, elles ont été formées, nous allons, en fait, réinjecter parce qu'elles ont d'autres besoins. Par exemple, il y en a d'autres, au fait, au niveau de la formation, elles ne sont pas forcément satisfaites de ce que nous avons pu livrer, mais comme j'ai dit, nous faisons ce que nous pouvons. Donc, quand ça ne se passe pas forcément positivement, on ne va pas les suivre. Donc voilà, donc c'est un peu ça aussi la difficulté que nous rencontrons, parce que quand tu viens au fait donner 1000 francs à quelqu'un, souvent on se dit que c'est parce que tu as mis peut-être 3000 ou 4000 dans ta poche. C'est vraiment, c'est pas évident tout ça, mais nous tenons bon parce qu'il faut aller au bout des choses, mais il y a du résultat et ce résultat est palpable sur le terrain et nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. L'armée joue sa partition dans cette belle aventure. Il y a des veuves aussi qui jouent vraiment leur partition, mais comme je dis, il n'y a pas de méchanceté, c'est juste aussi la manière de faire. Il y a aussi l'éducation, il y a aussi quand on est dans un système d'assistanat, on a l'impression que l'assistanat doit aller sur du long terme, voilà, donc voilà. Mais sinon, on a une cohorte de 140, 180 là qui vont sortir. L'idée, c'est vraiment les accompagner, les suivre, être sûr que le business fonctionne, mais la majorité des femmes que nous accompagnons, quand même, ça se passe bien. D'accord. Vous dites que ça se passe bien, il y a les centres de formation, et vous dites que sur le plan de l'appui psychologique, les choses n'ont pas très bien évolué, alors que c'est un élément qui est aussi important par rapport à pouvoir aider l'homme à se stabiliser ou à se restabiliser. Qu'est-ce qui a fait que sur ce plan-là, ça n'a pas marché? Sur ce plan, en fait, déjà au niveau du coût, parce que c'est 15 000 francs la séance pour chaque veuve, et aussi... par exemple, il y en a certaines qui vont peut-être démarrer le suivi et qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Comme je vous dis, en fait, il faut aussi repenser au fait une prise en charge globale, ce que l'armée est en train de faire au jour d'aujourd'hui. Donc, je pense que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Par exemple, la cohorte passée, comme je vous disais, il y a eu quelques couacs au niveau de la formation, mais au niveau de cette cohorte, ça se passe super bien, parce qu'en plus, elles sont 180. Donc, vous voyez, donc à chaque cohorte, on essaie de rectifier le tir, de corriger, mais effectivement, il faut vraiment accompagner ce volet suivi psychologique est vraiment important pour les hommes qui sont sur le terrain aujourd'hui, pour les veuves, pour les blessés, et même pour les accompagnants, en fait. Et même nous qui évoluant dans le milieu humanitaire, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se poser et peut-être se faire suivre, parce qu'on voit des choses difficiles, parce que notre pays n'a jamais vécu au fait une telle situation, et aussi on découvre aussi voilà, certaines difficultés. Quand l'année dernière, au fait, nos éducateurs sont allés sur le terrain pour visiter une famille, on a trouvé qu'il y a un enfant qui a été battu, il fallait l'envoyer très rapidement à l'hôpital, sinon on aurait perdu cet enfant de 2 ans. Cet éducateur-là, au fait, on a dû le faire, au fait, pas suivre, mais il a en tout cas donné son ressenti, parce que c'est important, en fait. Sinon, voilà. Vous voyez, donc, le suivi psychologique, c'est très important. Il y a des enfants qui ne savent pas que leur père est parti. C'est pour ça qu'au niveau de nos activités, avec les enfants, on évite de mettre les enfants des forces de défense tombés. On parle souvent des enfants de Gopaga, ou on parle simplement des enfants de l'armée. Donc, il faut vraiment faire aussi attention à notre communication. Et ce volet, en tout cas, on a quelques résultats, parce qu'on a suivi des veuves qui sont sorties, en tout cas, d'une situation très complexe, de lévirat, de peur, de crainte, voilà. Mais finalement, en fait, il y a beaucoup à faire à ce volet-là, en fait. Oui, il y a beaucoup à faire à ce niveau, parce que la vérité aussi, c'est qu'au niveau du Burkina Faso, quand on parle d'appui psychologique, il y en a qui disent rapidement, est-ce que vous pensez que je suis fou? Est-ce que ce n'est pas aussi les préjugés qui ont joué? Oui, il y a aussi les préjugés, excusez-moi, effectivement, il y a les préjugés qui ont, voilà, complètement. Moi, je sais que quand j'ai perdu mon père, je me suis fait suivre. Parce que c'était difficile. Je l'ai accompagné vers la fin, parce qu'il était en Europe avec moi. Et quand, voilà, mais aussi on a honte de le dire, parce qu'on se dit que les gens vont nous juger. Et effectivement, la société africaine aujourd'hui, quand on va chez le psychologue, mais le suivi psychologique se faisait en toute discrétion, par contre. À notre niveau, au fait, il y avait la psychologue qui rencontrait les femmes, et même à nous, on n'avait pas le retour, au fait. On savait juste, au fait, que telle famille est allée, parce qu'il fallait quand même payer les prestations.
Et comme je vous disais, c'était 15 000 francs la séance par femme. Et il faut au moins 10 séances pour pouvoir accompagner les femmes. Oui, donc il y a beaucoup de préjugés aussi, mais je pense qu'il faudra trouver en tout cas des parades, en tout cas pour aller au-dessus de tout ça, parce qu'on a vraiment besoin. D'accord. Monde politique, pour ceux qui nous suivent à la radio, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Madame Fadima Kambou, c'est la présidente de l'association Gopaga. C'est aussi un autre front au niveau du Burkina Faso, le front humanitaire. Alors vous êtes avec les forces de défense et de sécurité, travaillez avec les militaires, vous êtes civil, paraît-il que ce n'est pas une chose aisée. Est-ce que ça a toujours été facile? Moi en tout cas, je dis merci à l'Action sociale des armées parce que j'ai été acceptée. Après toute collaboration humaine, au fait que ce soit militaire ou autre, il y a toujours au fait des couacs, mais quand on regarde la cible ensemble, pourquoi on fait ça, on essaie de trouver au fait des solutions. Voilà, donc sur le terrain, il faut batailler, il faut aller de l'avant, mais comme je dis, il n'y a pas de... Tout le monde veut bien faire. Maintenant, c'est dans la manière de faire que souvent on peut être amené à avoir des discordes, mais ça, c'est rien devant la difficulté que notre pays traverse. D'accord. Vous avez plusieurs centres de formation au niveau des casernes pour la formation des femmes et tout. Vous avez dit également ce que vous faites pour les enfants, mais l'appui psychologique, je reviens là-dessus parce que c'est très important, c'est sûrement les femmes ou les enfants. Ou les enfants également font partie de ceux qui bénéficient de cet appui psychologique. Au départ, c'était les femmes, honnêtement, la première année. Maintenant, en fait, comme nos éducateurs, en fait, ont fait des tours dans les différentes familles et qu'on a rencontré quelques difficultés, et aussi au niveau de l'action sociale, quand on discute avec le directeur, le colonel-major Rémi Kambou, on voit qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à annoncer la nouvelle aux enfants. Donc l'année dernière, pendant les vacances scolaires, nous avons en fait demandé aux parents d'amener certains enfants chez la psychologue. Donc voilà, donc on a pris en charge les enfants et les femmes, mais ce volet-là, en fait, on n'est pas bon là-dessus. En fait, il faut vraiment. Mais à la rentrée prochaine, on en parlera peut-être par la suite de l'émission. Nous sommes en train de faire évoluer notre organisation. On va vraiment en fait axer le suivi psychologique, et comme je vous dis aussi, l'armée est en train de jouer sa partition là-dessus. D'accord. Des centres de formation, de la bourse pour les enfants. Alors maintenant, la question, qui finance tout ça? Les sources de financement. Les sources de financement, pas de souci, on peut en parler librement. Nous avons des pays amis. Nous avons aussi des locaux qui financent notre projet. Comme je disais, au départ, sur fonds propres, nous avons mis 18 millions de francs CFA avec mon époux. Nous avons l'AFD qui nous a accompagnés dans la phase pilote avec une enveloppe de 14 000 €, donc 9 millions. C'est ce que j'avais dit sur le plateau quand j'étais venue il y a 1 an. Après, il y a des jeunes burkinabés, par exemple, l'année dernière, au fait, au niveau de la scolarisation des enfants, c'est des jeunes burkinabés, un peu de la diaspora et aussi du local, des jeunes étudiants burkinabés qui ont fait la collecte. Et nous avons pu scolariser plus de 150 à 200 enfants avec l'enveloppe des jeunes burkinabés. Nous avons aussi l'ambassade de France qui nous a accompagnés. Nous avons l'ambassade des États-Unis qui nous accompagne aujourd'hui aussi. Nous avons M. Idrissa Nassa de Coris Bank qui nous a accompagnés. Et l'idée des sites, en tout cas, honnêtement, c'est avec l'enveloppe de 100 millions l'année dernière, une enveloppe de 50 millions cette année. Il y a la LOLAMB qui nous a accompagnés pour les sites des CRS et le site de CRS de Ouaga et de Bobo, les sites des blessés que nous avons mis à la Misana, au camp la Misana, à Bobo en cours, au camp CRS en cours, et aussi à Paspanga, c'est le groupe Coris. Les crèches aussi, c'est eux, avec la participation de certaines organisations internationales. Il y a aussi, je ne veux pas oublier les gens qui m'ont soutenu, donc je donne un peu les gros partenaires, mais tous les partenaires sont au même niveau, même il y a des gens qui nous il y a aussi les médias. Les médias nous ont accompagnés depuis le début, donc c'est un gros partenaire, dans le sens où nous avons été reçus aux États-Unis 2 fois. Le monde découvre ce que nous faisons, c'est grâce à vous, parce que vous avez su accompagner aussi ce projet. Nous avons aussi la présidence du FASO, très clairement, qui nous accompagne. Voilà, je vais être honnête aussi, qui nous appuie, parce que l'action sociale des armées
l'armée qui nous appuie. Moi j'ai mon époux, c'est mon premier bailleur on va dire, voilà, et aussi tout le monde. Je pense que les Burkinabés ont adhéré à ce projet. J'ai les prières de beaucoup de gens, donc voilà, on a les bailleurs, mais aussi on a tout un pays en tout cas qui s'est mis derrière ce projet. Pour les partenaires que j'ai oubliés, il y a aussi Air Burkina, il y a Andover Mining, il y a Isakan. Voilà, donc sur notre site, vous allez voir un peu nos différents partenaires. Il y a Africa Distribution, quand on a organisé au fait le concert de Fally Ipupa. Nous avons, au fait, c'est ça qui nous a permis de faire le site de La Misana, les retours de ce concert. Donc je parle, voilà un peu nos sources de financement très clairement, mais la jeunesse burkinabé participe et chacun vient avec les gens viennent avec ce qu'ils ont. Mais je suis vraiment reconnaissante à certaines personnes vraiment qui ont cru à nous et qui nous ont permis de faire de belles choses. Et désolé pour les partenaires que j'ai oubliés. D'accord, alors ça vous a permis d'engager tout cela. Votre cible prioritaire, ce sont les femmes de FDS tombées et leurs enfants. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que la suite, est-ce que vous restez toujours dans ce carcan ou bien Gopaga va rester sûrement dans ce carcan-là par rapport à son choix, la cible, ou bien vous allez élargir votre cible? Nous sommes en pleine réflexion et aussi nous sommes sollicités. Effectivement, ça fait 3 ans que nous accompagnons fidèlement en fait notre armée, mais la crise sécuritaire au fait est là. Il y a les civils qui nous sollicitent. Nous ne sommes pas la seule organisation, nous avons plusieurs organisations comme je vous disais, et il y a des organisations qui accompagnent nos familles, comme ceux qui ont eu le bac, où aujourd'hui, ce n'est pas nous qui les accompagnons. L'idée, en tout cas, on est en pleine réflexion pour élargir notre cible, effectivement, à partir de la rentrée prochaine. Mais c'est toujours des réflexions. Donc, voilà. Donc, d'accord. Mais l'engagement humanitaire n'est pas aussi simple. Il y a des joies, il y a des peines. Ah oui, l'engagement humanitaire... il n'est pas simple. C'est pour être transparente avec vous. Il y a des joies, il y a des peines. Et les joies, c'est le bonheur des enfants. Vous voyez les enfants que nous avons cette semaine qui sont contents, les enfants qui ont leurs examens, des femmes qui nous remercient, qui passent à autre chose, qui deviennent des women, des power women qui ont leurs activités, ça fonctionne, elles arrivent à prendre soin de leurs enfants, et même celles qui se sont relevées psychologiquement. Par exemple, au niveau de la cuisine hospitalière pour le service des blessés, c'est nos veuves de militaires, paramilitaires que nous formons qui sont dans cette cuisine. Et ça leur fait plaisir aujourd'hui de servir les frères d'armes de leur mari qui ne sont plus là. Donc c'est des belles histoires que nous écrivons. Et aussi, c'est vraiment porté à 95% par du local. C'est aussi une façon de dire que les enfants de ce pays, ensemble, on peut faire quelque chose pour notre pays. Donc l'engagement, et aussi on rencontre du monde, on rencontre de belles personnes. Et on s'améliore de jour en jour parce qu'on voit des choses. Il y a une cohésion au niveau, une synergie avec d'autres associations, alors qu'avant on se disait qu'on travaillait. C'est vrai qu'il faut encore améliorer cette synergie parce que ensemble on peut faire des choses. Une organisation ne peut pas à elle seule faire des choses. Je me dis que si toutes les organisations au Burkina, on essayait au fait d'aller tous au fait dire ok, on a envie d'aider tel corps, telle cible, et pouvoir s'inscrire, et on a les éléments, on fait la liste des besoins, et que chaque organisation ensemble on puisse mettre ça en place. C'est plus simple que de faire tous la même chose. Et c'est vrai que en faisant ce programme-là, on est arrivé, en tout cas avec certaines organisations, à être ensemble et à aller de l'avant, et ça se passe bien. Il y a aussi des peines parce que l'humanitaire aujourd'hui, on se dit qu'on s'engage parce qu'on a des intérêts égoïstes, mais je pense aussi que beaucoup jugent parce que c'est leur moralité qui fait qu'ils arrivent à cette conclusion. Donc c'est pas évident et souvent c'est décourageant. Souvent même les bénéficiaires ne font pas de cadeaux.
parce que, comme je vous disais tout à l'heure, au fait, mais c'est aussi ce qu'on a peut-être pu cultiver dans ce pays. Quand on donne 1000 francs, c'est qu'on a mis 2000 francs dans sa poche. Il faut faire avec. Il y a certaines personnes aussi, on ne sait pas comment un programme a commencé, mais quand ça fonctionne, on a l'impression qu'il faut faire pareil ou il faut mettre des bâtons dans les roues. Tout ça, c'est difficile, mais au début, c'était vraiment difficile au niveau psychologique et moral. Quand tu rentres, tu es déprimé. Mais après, il faut se dire qu'on ne le fait pas pour les hommes. On le fait parce qu'on a une ferme conviction. Moi, je crois en Dieu. La vie m'a fait plein de cadeaux et maintenant, c'est à notre tour de rendre ce que la vie nous a donné, même si l'humanitaire peut souvent être ingrat. Mais... et aussi le bonheur qu'on voit chez certains bénéficiaires doivent nous permettre de tenir la route. Alors vous dites que les bénéficiaires ne vous font pas de cadeaux. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'au fait, c'est aussi souvent la culture, vous voyez ce que je veux dire? Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des pratiques, donc tout de suite, au fait, on porte un jugement. Vous voyez, peut-être que même au début de Gopaga, peut-être aujourd'hui on a des résultats concrets, peut-être ce sont ces résultats au fait qui font que quand les gens me rencontrent, même dans l'avion, partout dans le monde, les gens sont satisfaits de ce que nous faisons, surtout des Burkinabés de l'étranger et aussi en interne. Mais peut-être qu'au début on s'est dit aussi que la dame, peut-être qu'elle a voulu surfer sur quelque chose. Vous voyez, c'est aussi des jugements qu'il faut peut-être qu'on se dise, on arrête et qu'on se dise que ce pays... notre pays rencontre des difficultés et que on a envie de jouer notre partition, il faut attendre avant de juger, vous voyez, attendre avant de juger les différentes organisations. Les bénéficiaires aussi, c'est normal aussi parce que les organisations, même nous, on doit tous se mettre dedans. Souvent aussi, on a des pratiques pas forcément correctes. Je pense qu'il faut que les organisations, on s'améliore dans notre communication, on s'améliore aussi dans notre engagement. Parce que quand on dit quelque chose, il faut aussi prendre en compte, parce que c'est aussi l'historique qui fait qu'il y a ces jugements. Même si pour certains, c'est leur moralité qui pensent qu'on est tous pareils, il faut aussi être à l'écoute. Et aussi, je pense que l'exemplarité, je ne vais pas nous jeter des fleurs, mais je pense que ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui pour le Burkina, même s'il y a des gens qui avaient une vision autre, de notre organisation, il y a beaucoup de gens qui changent d'avis quand ils nous rencontrent, quand on vient visiter nos sites, quand on voit qu'aujourd'hui, au fait, c'est plus de 400 millions qui ont été investis pour environ 15 sites et autres, et que finalement, il n'y a rien qui m'appartient. Aujourd'hui, j'arrête Gopaga, tous ces sites, ça appartient à l'armée, au fait, et tout ce que nous avons mis dedans. Alors, ce n'est pas un patrimoine de Gopaga. Ce n'est pas un patrimoine de Gopaga. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, il n'y a rien qui appartient à Gopaga. C'est nos partenaires que nous avons mobilisés à la disposition de notre armée. Et c'est des centres qui restent la propriété de l'armée. Les centres restent la propriété de l'armée. Même les outils que nous avons mis, les ordinateurs, les équipements, parce que nous équipons nos sites, c'est pour l'armée, aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, comme on appelle ça, ce que vous avez comme ressources, comme on appelle ça, centre de formation, infrastructure, ce n'est pas votre patrimoine que vous pouvez comptabiliser et tout. Du tout. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis que je ferme Gopaga, il n'y a rien qui m'appartient. Je repars travailler, et parce que j'ai travaillé avant de commencer cette organisation. Et j'invite aussi, c'est vrai que quand on a envie de mettre en place une organisation, il faut se construire d'abord avant d'aller vers une organisation humanitaire, très clairement, parce que c'est pas simple, parce qu'il n'y a plus d'horaire. On y met tout son cœur, son énergie, il n'y a pas d'horaire. Et derrière ça, en fait, tout peut s'arrêter du jour au lendemain aussi. Et quand ça s'arrête, il faut aussi montrer aux yeux du monde qu'on a fait ça pour servir et qu'on peut repartir dans nos activités. D'accord, on a fait ça pour servir et on peut repartir aussi dans nos activités. Monde politique reçoit Fadima Kambou, présidente de l'association Gopaga. Vous êtes sur la radio Watt FM 100.7 et sur la télévision sur TV et l'émission C'est Monde politique. Notre émission se poursuit. Je vous avais demandé les joies et les peines parce que vous êtes dans l'armée. Est-ce qu'il n'est pas arrivé qu'on vous dise que vous êtes parti chercher de l'argent à couper un peu et puis venir le mettre le peu que vous avez aussi construire vos centres? Est-ce que ça facilite? Est-ce qu'il y a une vraie confiance entre vous et vos partenaires de l'armée sur la gestion de ces ressources-là? Est-ce qu'il y en a pas qui disent que cette dame-là vit sur notre dos?
Bon, je pense que ça, je vais vous laisser aller chercher l'information. Non, je vous pose la question, ça peut arriver. Bon, on entend de tout, mais pas forcément que l'armée ou l'armée. On entend de tout, mais par contre, c'est la confiance que nous avons avec nos partenaires. Si nos partenaires renouvellent, Monsieur Nassar, le PDG de Coris Bank, nous a donné 100 millions l'année dernière. Il a renouvelé à 50 millions cette année. Je pense que c'est aussi... et nous continuons. Je pense que ce que les gens disent, on peut rien contre ça. Et par contre, j'invite aussi les gens à vérifier les informations avant de nous jeter en pâturage parce que nous avons des familles. Et aussi, il ne faut pas décourager ceux qui essayent. Ceux qui lèvent au fait une cuillère pour aider les autres, là, il faut savoir aussi respecter le travail, les respecter, même si, et puis ne pas voir la personne qui porte le projet. Il faut qu'on arrête de voir les personnes qui portent le projet. Il faut voir ce qu'on apporte à ce pays, au fait. Après, ce que les gens disent, franchement, vous savez bien que le jugement est assez facile. Voilà, donc je ne vais pas ouvrir une fenêtre d'un financement qui nous a apporté des difficultés, mais il y a eu des vérifications de la SE, tout ça, mais on a vu que les sites ont été faits et bien faits. Donc je pense que travaillons à bien faire les choses. Après, comme je dis, le temps remet tout à sa place. Et Dieu, il est là-haut, même si les hommes nous jugent. Voilà, et faire de belles choses, faire de l'humanitaire, au fait, c'est être jugé tous les jours. Même la voiture, quand on roule, les gens vont juger par rapport à ça. Mais construisons-nous d'abord avant de se lancer sur ce volet, en tout cas quand on est une petite organisation locale comme la nôtre, et laissons le temps faire les choses. Laissons le temps faire les choses. Ils sont nombreux, ceux qui sont dans le domaine humanitaire. Il y en a qui font également des actions ponctuelles, pour des cotisations, pour ceci, pour cela, pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Que pensez-vous de ces genres d'initiatives? Toute initiative est bonne. Voilà, toute initiative est bonne. Moi, je suis personne pour juger. Moi, j'invite seulement, en fait, tout un chacun, dans sa manière de fonctionner, à honorer notre pays. À honorer notre pays, à honorer les enfants que nous accompagnons, à essayer de ne pas, en fait, les stigmatiser et sinon, en fait, apporter sa pierre. On ne demande que ça. Vous avez commencé en 2021, nous sommes en 2023, il y a quand même un bilan. Quand vous regardez l'étape bilan, vous dites qu'au début, c'était une reconnaissance à un pays qui vous a donné, qui vous a soutenu, qui vous a permis de vous former. C'était une gratitude qui s'exprime à travers une association, donc à travers une œuvre humanitaire. Aujourd'hui, avec le recul, quand vous faites le bilan, vous êtes à quel niveau? Le bilan, je sors vraiment, je pense que ce programme m'a donné vraiment plus d'amour pour mon pays. J'aime ce pays, j'aime le Burkina. Mais en travaillant auprès de l'armée, en travaillant auprès des personnes vulnérables, parce qu'on ne l'a pas dit, par exemple, cette année, on a quand même accompagné des enfants civils. Okay. On n'a pas communiqué à l'école, on a scolarisé des enfants civils, tout à fait. Mais notre première cible, c'est l'armée. Mais la rentrée dernière, on a quand même scolarisé. C'est pas tout qu'on médiatise, c'est soit je vous dis, au fait, l'idée, c'est aussi accompagner dans la discrétion. Donc, ça nous a fait grandir. Moi, personnellement, ce projet avec ma team, avec mon équipe, je travaille beaucoup avec des bénévoles et aussi des grands frères, des personnes en off qui nous accompagnent, qui nous coachent, qui nous donnent les idées, qui nous ramènent sur le bon chemin quand il y a le découragement. Toutes ces personnes-là, je suis reconnaissante. Mais quand je fais le bilan, je me dis, pensez pas qu'en 2 ans, en 3 ans, en tout cas 2023, je serai arrivée à ce point-là, en fait. Mais encourager les jeunes. Les jeunes ont du potentiel et les jeunes peuvent faire des choses incroyables pour ce pays quand ils ont la confiance, quand ils ne sont pas instrumentalisés et aussi quand on te... Voilà. Et je pense que la passion, le fait de rendre à mon pays ce que le pays a pu faire pour moi, j'ai embarqué beaucoup de jeunes avec moi et aujourd'hui on est satisfait. Même s'il y a des améliorations à faire, même si sur le terrain, en fait, on sait que toute œuvre humaine, il y a du positif, il y a des axes d'amélioration, on le prend en compte, on entend, on va essayer de s'améliorer, ou d'autres personnes aussi peuvent prendre le relais et faire mieux que nous, c'est possible. Et aussi, mais par contre aussi, il y a un côté où je trouve que notre pays
ne valorise pas assez les compétences locales. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à valoriser les compétences locales. Mais moi, j'ai eu la chance quand même aussi d'être accompagnée, comme je vous disais, au fait, par l'armée, par la hiérarchie militaire. J'ai eu la chance aussi d'avoir quelqu'un qui a cru en moi pour accepter mon projet, même si j'avais les financements. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets et qui ont même peut-être les financements, mais qui n'ont personne qui croit en eux. C'est important aux différents grands frères, en tout cas aux ceux qui sont bien placés, de pouvoir au fait pas nous pistonner. Je pense qu'il faut arrêter le piston et autres, mais accompagner, c'est dire je crois en ce projet-là, voilà les conseils qu'on peut vous donner en tant que grand frère, parce qu'il faut préparer la relève, la génération future, nos enfants arrivent. Ce que nous aimons faire, nous aimons tous nos enfants à la maison, c'est nos petits chouchous, c'est nos petits amoureux, on veut le bonheur pour les enfants, même quand on veut une augmentation, c'est pour nos enfants. Donc je pense que quand on sort de chez nous, il faut se dire ce qu'on veut pour nos petits chouchous là, il faut le faire aussi pour ce pays, parce que ce pays traverse des difficultés. Quand on a ça dans le cœur, on fait de belles choses pour ce pays, et on fait de belles choses parce qu'on pense à nos enfants. Parce que n'oublions pas que ces enfants vont grandir. La difficulté que nous vivons aujourd'hui, nos enfants que nous chouchoutons à la maison vont grandir avec les autres enfants. Et si on veut une société meilleure, il faut qu'on puisse s'engager. Donc, pour résumer votre question, moi je reste convaincue, contente d'avoir en tout cas essayé cette aventure pour mon pays avec beaucoup de jeunes. On a embarqué beaucoup de personnes là-dedans. On sort conforté qu'il faut encore plus aimer le Burkina et aller le plus loin possible, aider, même si ce n'est pas dans ce domaine-là, il faut accompagner le pays. Alors vous êtes investi dans l'humanitaire, vous avez vu effectivement des réalités de terrain, vous parlez de faire de la promotion, de valoriser les talents au niveau du Burkina Faso. Alors selon vous, ce qui manque c'est quoi? C'est sur le plan mental qu'il faut travailler, c'est suffisamment d'argent qu'il faut donner, puisque vous dites même de cesser de pistonner. Quand vous dites de ne pas pistonner, vous parlez de quoi exactement? Non, ça c'est... Bon, comme c'est un terme technique, quand on parle de piston, on parle de moteur. Non, c'est pour dire, en fait, moi je pense aussi que dans les différents projets, c'est pas les finances qu'il faut mettre en avant. Ok. Voilà. Honnêtement... Avec votre expérience. Voilà. C'est pas les finances qu'il faut mettre en avant. Je pense qu'il faut mettre en avant, en fait, il faut croire à ce qu'on veut faire, en fait. Il faut croire, et aussi il faut se dire pourquoi je le fais. Et quand vous avez des enfants, ou même quand vous n'avez pas d'enfants, de toute façon, avoir des enfants, c'est pas forcément les mettre au monde. Il faut se dire quel est l'idéal, quelle est la société que je veux pour ces personnes que j'aime, ou bien quelle est la société. Voilà. Je pense que quand on se pose les bonnes questions, on arrive à aller de l'avant. Et je pense qu'il faut que ceux qui nous gouvernent, que ceux qui nous accompagnent, puissent au fait se dire, les jeunes burkinabés, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour eux? Comment on peut au fait accompagner les jeunes pour qu'ils puissent s'en sortir? Ne pas forcément se dire, comment en fait moi je vais de l'avant et les autres restent mes petits jeunes où je peux leur faire ce que je veux. Je vais prendre un exemple. Quand j'étais consultante dans une structure, par exemple, quand j'ai d'autres nationalités qui ont un poste, ils vont tout faire pour que leurs compatriotes gagnent mieux. Mais malheureusement, quand j'ai... Désolée de dire ça, hein, mais quand j'ai un Burkinabé qui a cette opportunité, certains, ils vont tout faire pour que ceux qui vont arriver dans le même poste ne soient pas au-dessus d'eux. Voilà, par exemple, on dit qu'on paye les chauffeurs à 60 000. Une institution étrangère ne peut pas payer nos frères à 60 000. Parce que nous, peut-être que nous, on paye à 60 000. Mais quand on arrive là, il ne faut pas non plus avoir ce discours. Et souvent, c'est nous, les locaux, qui avons ce discours-là. Je pense qu'il faut... ça, c'est des expériences que j'ai vécues en tant que... Voilà, c'est pas qu'on m'a raconté. Voilà, je pense qu'il faut savoir, au fait, que lorsqu'on permet à quelqu'un de faire plus que nous, on n'a pas échoué. Parce que quand vous regardez ma première année, ceux qui ont financé Gopaga, c'est des jeunes au fait que j'ai placés bénévolement un peu partout dans le monde entier. Parce que nous avons fait un programme d'employabilité. En étant consultante RH, j'accompagne des jeunes à trouver des emplois, mais personne ne peut dire qui m'a payé 100 francs pour que je l'accompagne. Parce que pour changer une société, il faut qu'on soit tous éduqués. Il faut aussi qu'on essaie tous au fait de se mettre au même niveau et de se partager le réseau.
Le réseau, c'est important. Mais pas forcément se dire, moi, ce que j'aime bien, c'est celui qui nettoie ma voiture tous les jours, je lui donne 1000 francs pour qu'il s'en sorte. Et tant que je ne lui donne pas les 1000 francs, il est toujours à ma porte à demander. Cette personne-là, on ne peut que l'instrumentaliser. Alors que si on essaie d'être au même niveau, de s'accompagner, de se donner les bons tuyaux pour y arriver, souvent mes équipes me disent, mais quand les gens viennent au bureau, tu donnes toutes les informations, comment tu as commencé et autres, même les sources de financement. Mais ce n'est pas bien grave. Plus on est nombreux à le faire, plus on va y arriver. Les jeunes qui ont scolarisé, les 3 qui ont eu le bac, ils auraient pu dire, c'est les enfants scolarisés par Gopaga, nous n'allons pas en fait leur donner la bourse. Mais ils ont donné la bourse aux enfants. Est-ce que... c'est un plus au fait. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse repenser un peu comment on se positionne en tant que jeune, qu'on puisse aller de l'avant ensemble, qu'on puisse au fait grandir dans une société, même s'il y aura toujours des inégalités, mais se dire qu'on est apte à faire les choses, accompagner chaque jeune dans son projet, mais pas forcément mettre les finances au départ. Mais il faut des finances pour arriver, parce que c'est vrai qu'on a mis les sites, parce qu'il y a eu le concert de Fally, il y a eu le PDG de Coris qui nous a donné une belle enveloppe, mais derrière ça aussi on a commencé quelque part. Et quand je suis arrivée pour commencer Gopaga, j'avais quand même mes finances pour commencer. On peut ne pas avoir les finances, mais au fait avoir des astuces et arriver avec un projet qui tient la route au fait. Et que quand on arrive, il ne faut pas que les gens prennent ça pour mettre derrière leur bureau parce que ce n'est pas eux ou c'est pas parce que ce n'est pas leur enfant. Il faut au fait se dire, c'est les enfants du pays, laissons-les avancer, suivons-les, donnons-leur leur chance. On peut leur ouvrir une porte, mais quand c'est bon, mais quand on n'a pas les compétences, se dire on ne le place pas parce que voilà. C'est juste ça. Alors pour vous, il faut changer la mentalité pour qu'on puisse se regarder dans la même direction, mais ça demande un grand boulot à faire parce que ils sont très nombreux qui sont dans ce que vous êtes en train de dire, ou de frères torpilles de frères. Bon, ce que certains appellent le nivellement par la base, par le bas. Donc, mais ça demande un travail de fond. Et par où est-ce qu'il faut commencer? Parce qu'il y a des jeunes également qui regardent. Bon, je suis jeune pour donner... Oui, non, vous parlez de là à partir de l'expérience théorique que vous avez vécue. Voilà, la jeunesse, ce n'est pas forcément que vous manquez d'expérience, parce que l'expérience, ce n'est pas le nombre d'années. C'est ce qu'on a vécu, c'est du vécu. Vous parlez de vos vécus dans le domaine professionnel et dans le domaine humanitaire. Et c'est de ce vécu-là que vous parlez. En tout cas, pour ma modeste expérience terrain, si j'ai des conseils à donner à nos jeunes frères, c'est qu'il faut qu'on travaille parce que ce pays nous appartient à nous tous. Et pour travailler, il faut qu'on se donne déjà les bons conseils. Il faut aussi se donner quand on a une astuce, il faut partager avec les autres. Ne pas en fait avoir une astuce et tromper les autres. Parce qu'on veut juste être devant et toujours les autres en arrière en fait. Et surtout aussi, il faut choisir, tout ça me part même déjà au niveau des choix d'études en fait. Là c'est un peu le côté RH qui parle. C'est au niveau des choix des études. Il y a des enfants qui ne sont pas bons, forcément performants à l'école. Mais ce n'est pas des enfants qui... c'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on a raté quelque chose. Moi, je n'étais pas bonne élève. Mais j'avais une passion pour les ressources humaines. Et mes parents voulaient que je fasse de la diplomatie. J'ai fait ma première année de droit, j'ai même redoublé. Mais derrière, au fait, quand j'ai vraiment eu l'opportunité de faire ce que j'aimais faire, je suis allée au bout. Donc déjà, même c'est... Au niveau scolarité, essayez de faire ce que nous voulons faire. N'allons pas nous inscrire à l'université parce que, au fait, parce qu'il y a des avantages peut-être que l'État donne. Mais c'est aussi notre société qui est un peu difficile. Donc ça veut dire que peut-être qu'on va se dire, mais vous ne vivez pas les mêmes réalités. Mais c'est notre système qui l'a induit. Si vous n'êtes pas bon à l'école et que vous allez échouer dans la vie, vous ne serez rien. Non, parce qu'on peut aussi faire autre chose. Moi, je pense qu'on peut être, par exemple, moi je me dis, on peut être mécanicien, mais être le meilleur mécanicien du quartier. Quand je faisais, par exemple, Gopaga, j'ai dit, ok, il y a des organisations qui font ça. Il y a XY qui font ça. Est-ce qu'on fait la même chose? Par exemple, l'année dernière, à la première année, j'ai fait de la collecte pour scolariser les enfants. Mais cette année, j'ai eu un partenaire qui m'a donné une enveloppe de 80 000 €. Tous ceux qui m'ont appelé pour faire de la collecte, j'ai dit non. Vous voyez, j'ai pas fait de collecte pour la... Il y en a qui étaient vexés. J'ai refusé. Mes proches peuvent en témoigner parce qu'en fait, on a déjà l'enveloppe pour le faire. Il y a même certaines personnes qui veulent scolariser des enfants pour l'année prochaine. Ils m'ont contacté. Pour moi, en fait, pour l'instant, on patiente parce qu'on ne sait pas concrètement ce que nous allons faire l'année prochaine. Vous voyez, l'idée aussi, c'est de savoir ce qu'on veut et se dire, en fait,
ce qu'on a envie de faire, il faut avoir des fortes convictions là-dessus. Je ne dis pas qu'on est parfait, hein, je ne suis pas parfaite. Loin de là, j'ai des défauts, voilà. Mais je pense que notre jeunesse, on a une belle jeunesse. Les Burkinabés se démarquent partout dans le monde, très clairement. Maintenant, c'est savoir aussi s'orienter, savoir ce qu'on veut faire. Et quand on fait quelque chose, bien le faire. Et le faire différemment. Quand le voisin fait ça, quand on a envie de faire comme le voisin, essayons d'aller voir le voisin, discuter, même s'il ne va pas nous donner tous les tuyaux, même s'il refusera, au moins il sait que vous avez envie de peut-être de faire comme ce qu'il a envie de faire et vous allez essayer de faire autrement. Par exemple, nous, on ne donne pas de kit scolaire. Vous avez vu, quand on va voir nos différents partenaires, on ne parle pas de kit scolaire parce qu'il y a des organisations qui donnent déjà les kits scolaires. Donc déjà, quand vous arrivez, vous vous démarquez déjà parce qu'on vous dit, mais pourquoi vous ne demandez pas les kits scolaires? Je dis non, il y a des organisations qui donnent des kits scolaires. Donc pourquoi refaire la même chose? Donc déjà, il faut avoir une vision, un choix stratégique et surtout aussi mettre nos compétences, ce qu'on sait faire là. Il faut rester dedans, il faut essayer de s'améliorer et quand le voisin fait quelque chose, essayer de se dire c'est bien, mais comment il fait? Ou bien pour ne pas forcément juger à l'apparence au fait. Notre jeunesse, en tout cas, on a une belle jeunesse. Moi, je trouve que, voilà, je me répète, mais on a une belle jeunesse. Maintenant, c'est l'accompagnement. Maintenant, l'accompagnement, c'est déjà même à nous, parce qu'on ne va pas jeter la responsabilité sur les autres. Il faut qu'on arrête de jeter la responsabilité sur un gouvernement, sur nos parents. Les parents ont fait ce qu'ils pouvaient. L'État fait ce que l'État fait et peut, même si c'est ainsi. Nous, on juge que c'est insuffisant. Allons chercher. Essayons de bouger les cartes. Et surtout, moi je pense que c'est les grands frères, nos aînés, qui peuvent nous aider. Nos aînés qui peuvent nous ouvrir la porte. Parce que nos aînés ont toujours besoin de nous aussi. Par exemple, M. Bougma, peut-être que vous avez peut-être besoin d'un jeune du quartier pour peut-être nettoyer votre voiture. Mais par contre, quand il nettoie votre voiture, là, il faut aussi l'aider peut-être à avoir une partie pour nettoyer les voitures des autres et continuer à vous aider. Moi, je pense que c'est plutôt aux grands frères de jouer maintenant leur partition, parce que si vous dites que les autres sont défaillants, pourquoi nous, en fait, entre nos générations, on ne s'entraide pas? Donc, c'est à nous de nous soutenir. Alors, nous partons vers la fin de cette émission. Alors, les perspectives de Gopaga. Gopaga, comment je vais dire ça? Nous restons à l'écoute des différentes doléances et aussi aider au mieux. Nous entendons aussi, comme je vous ai dit, on a commencé par les militaires et là maintenant on a les paramilitaires et même certains civils, même si on n'en communique pas. Et dans notre dispositif, il y a des BDP aussi qui en bénéficient, même si ce n'est pas de tous les volets. Nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir au fait voir comment on continue toujours en tout cas à aider notre pays, à voir si on fait évoluer notre cible. Voilà un peu les chantiers sur lesquels on est en pleine réflexion avec mon comité. Voilà, mais on sera toujours là, on sera toujours à aider Gopaga, à aider notre pays, que ce soit avec Gopaga ou pas Gopaga. En tout cas, notre jeunesse, en tout cas, on a envie d'accompagner notre pays. Donc voilà. En tout cas, nous retenons que dans cette crise sécuritaire, chacun a sa partition à jouer. Vous avez choisi le front humanitaire à la mode burkinabé. Et donc, alors que j'ai dit bien sur notre sol, il y a plusieurs autres ONG qui sont d'ailleurs des ONG étrangères qui font également leur part de boulot. Comme vous l'avez dit, vous faites votre part de boulot. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Merci également, Madame Kambou, d'avoir répondu présent à notre invitation. Le monde politique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous. Merci.